Voilà, ça démarre. Ok. Leslie, tu es là? Ah, ah là là, on dirait il n'est pas là. Bon, bonsoir tout le monde. C'est malheureusement l'animateur, il a des difficultés de connexion. Oui, Oui, je là, suis là. voilà, Ouais, voilà, ouais. voilà. Mhm. Ok. Euh, voilà, on peut commencer, docteur. Oui, oui, on attend que toi, c'est bon. Ok, d'accord, d'accord. Chers amis, chers jeunes, participants à ce grand événement, je vous dis bonsoir et bienvenue à cette manifestation académique qui est notre seul rendez-vous hebdomadaire, le Salon des entrepreneurs organisé par l'ANICA, qui est l'Agence nationale et internationale de développement de compétences, et l'IUS, Institut universitaire des sciences. Rapidement, je vais vous présenter le sujet du jour, la question de couleur en Haïti. Au XXe siècle, regard sur le négrisme, la négritude et le noirisme. Le conférencier du jour, il est chevronné de doctorat. Il est chercheur associé du CRS de l'IUS. Il s'agit bien du docteur André-Yves Pierre, à qui nous adressons une salutation tout à fait spéciale. Et nous voulons aussi profiter de cette occasion pour lui céder la place afin de commencer sa présentation. Bonsoir, docteur André-Yves Pierre. Bonsoir Novelus et bonsoir à toutes et à tous. En fait, c'est un plaisir d'être avec vous ce soir pour vous présenter ce sujet. En fait, je ne sais pas si tu me donnes la parole déjà, hein? Si je peux Bien commencer. sûr, vous pouvez commencer votre présentation, cher docteur. Merci, merci. Ok. Et, ok, et c'est un plaisir d'être avec vous. Je suis très content. Et c'est une grande première parce qu'il y a cette série de conférences et je crois que c'est pour la première fois que je participe, bien entendu, même si j'ai eu les invitations. Et en fait, depuis la première conférence, je n'ai pas participé. Et ce soir, je suis là comme conférencier. Et c'est un plaisir pour moi d'être avec vous. En fait, le titre, rapidement, est la question de couleur en Haïti. Et au XXe siècle, regard sur le négrisme, la négritude et le noirisme. En fait, et je peux prendre les gens qui frappent, hein, les gens qui veulent participer. C'est à Norélus ou c'est à moi? Délax. Aïe, 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 pardon. Oui, je continue. En fait, et négrisme, négritude et noirisme. En fait, on ne peut pas parler de ces thèmes-là sans voir et la colonisation et pourquoi pas l'esclavage. L'esclavage des Noirs, bien entendu, et l'esclavage transatlantique. Et bien avant, et je dois vous dire que 300, 400 ans avant, et ces termes-là n'existaient pas. On ne parle pas de négritude et au XVIe siècle. Et on ne parle pas de noirisme aussi au XVIIe siècle et au XVIe siècle, au XIXe siècle. C'est au début du XXe siècle qu'on commence à parler de ces trois termes. Mais ces trois termes viennent du mot nègre. Du mot nègre. En fait, l'exploitation des nègres pousse certains leaders noirs à s'affirmer et bien entendu sur la scène politique, parce que la race même est avant tout une question politique. Et cette affirmation débouche sur
et ces trois mouvements, le négrisme, la négritude et le noirisme. Juste avant, qu'est-ce que le négrisme? Et parmi ces trois termes, le négrisme paraît nouveau et en fait, très souvent, on a entendu parler de négritude et de noirisme en Haïti, mais le négrisme, non. Le négrisme, pardon, le négrisme est selon René Despestre, est un courant qui englobe les arts, la littérature, la science, la technique et la morale aussi. Ce qui est intéressant, c'est que selon René Despestre, et le mouvement qu'on appelle négrisme n'a pas de règles, il ne fait pas de loi, et c'est un mouvement artistique et qui n'a pas de doctrine, si je peux le dire ainsi. En fait, le négrisme est plus une affaire de créativité. Je dois vous dire que le négrisme a commencé, bien entendu, comme courant au début du XXe siècle. Et on peut dire que c'est à partir des crises dans l'art occidental qu'on commence à parler du négrisme. Et quand les Européens, les grands artistes européens comme Picasso commencent à mettre en valeur les éléments africains. À partir de ce moment-là, l'art africain commence à, bien entendu, à avoir une certaine valeur. Bien entendu, il faut attendre, bien entendu, le célèbre roman Batouala pour qu'on commence à parler effectivement de ce courant. Et ce roman Batouala qui a été publié, bien entendu, par un Français, parce qu'à cette époque, c'était encore la colonisation. Batouala, c'est marrant, ok? Et à partir de la publication de ce roman, on commence à voir la colère et la révolte, si je peux le dire ainsi, des Noirs dans la littérature, ce qui était un peu difficile à voir au début. Parce que le négrisme met en valeur non seulement la valeur esthétique des Noirs, mais aussi le négrisme présente la douleur et la colère des Noirs face à l'oppression. Mais il y a une chose qu'on ne retrouve pas dans le négrisme. À côté de toute cette affirmation comme étant des Noirs, mais en ce qui concerne les valeurs, le négrisme ne prône pas les valeurs nègres. Ça, il faut le noter. Et au contraire, dans mes recherches, ce que je vois, même si René Despestre parle du négrisme comme courant sans doctrine et qui, bon, selon René Despestre, c'est à partir du début du XXe siècle, mais j'ai vu que bien avant, il y a une forme de négrisme au XIXe siècle en Haïti. Et avec des hommes comme, par exemple, Toussaint Louverture, sur le plan politique, il y a une forme d'affirmation du négrisme. Quand Toussaint quand il parle du premier des Noirs au premier des Blancs, et Toussaint Louverture aussi était quelqu'un qui croit en les valeurs occidentales, la religion, le christianisme, par exemple. Toussaint était chrétien,
et qui rejette certaines valeurs nègres. Ça, je vais voir après. Et il y a aussi Baron de Vastey, qui est quelqu'un qui a prôné une forme de négrisme, même si Baron était plus un érudit, mais dans ses écrits, on voit comment ce Baron de Vastey est quelqu'un qui croit en les valeurs occidentales, tout en s'affirmant comme étant noir. Il ne rejette pas sa couleur. En fait, et jusqu'à jusqu'à Hannibal, ok, jusqu'à Hannibal Price, à la fin du 19e siècle, en Haïti, on a eu une forme d'affirmation du noir. Et Haïti, avec tous ses intellectuels, Baron de Baron de Vasté, et Anténor Firmin, et Joseph Janvier, et puis il y a aussi il y en a d'autres, il y a des maisons à Delon aussi. En fait, tous ces gens-là ont fait du noir, bien entendu, du noir haïtien et des noirs, des modèles. Haïti était, à cette époque, et tous les noirs du monde doivent suivre Haïti, parce qu'Haïti était le modèle à suivre. Et le nègre haïtien était différent des autres nègres, bien entendu des nègres africains, pourquoi pas des nègres américains, puisque le nègre haïtien a fait la révolution, le nègre haïtien a pu créer un État, le premier État nègre, bien entendu, de l'époque moderne, bien entendu, et il y a eu au XXe siècle une intelligentsia nègre qui s'est formée en Haïti et qui critique toutes les idées, toutes les idées de certains racistes européens. Bien entendu, les Haïtiens, les intellectuels haïtiens étaient au devant de la scène pour défendre la couleur noire, pour défendre les nègres. Mais ces gens-là, ils se croient être supérieurs, entre guillemets, comparativement aux nègres d'Afrique, qui ne sont pas civilisés. Bien entendu, civilisés, c'est pas dans le sens, c'est pas comme aujourd'hui quand on parle de civilisé, et ça a fait référence à toutes les valeurs occidentales et que ces gens-là partageaient, la religion chrétienne et d'autres, et la langue aussi, tout ça. En fait, ils se croyaient être supérieurs. Bon. Et il y a le fameux livre qui a été publié, je crois, c'est en 1884, L'égalité des races, avec Louis-Joseph Janvier. En fait, l'autre, c'est 1885, avec le livre que vous connaissez très bien, de Firmin, qui s'appelle... en fait, Joseph Janvier, c'est égalité des races. Et l'égalité des races. Et Firmin, c'est égalité des races humaines, ok? Et à ne pas confondre. En fait, Janvier a fait un plaidoyer pour la race, et c'est quelqu'un qui a défendu du bec et des ongles la race noire, et dans presque tous ses écrits, on voit ça, et certaines fois, je me suis dit, mais pourquoi il parle de race pendant qu'il parle d'autre chose? C'était quelqu'un qui a défendu la race noire. Et l'autre intellectuel, et c'est
Et c'est Saint-Méry. Avec Saint-Méry, on a l'impression que même si la race noire au 19e siècle était exploitée, même si la race noire connaît la discrimination, mais il faut espérer parce que l'histoire même de l'humanité peut changer à tout moment et même si au 19e siècle, au 20e siècle, ce sont les Blancs qui dominent, peut-être de 2, 3, 4, 5 siècles après, les Noirs seront au-dessus. C'est ce qu'ils pensaient à cette époque. En fait, tous ces gens-là ne pensaient pas à euh, une, une race noire qui, euh, qui projette ses propres valeurs. Non, c'était des Noirs qui doivent suivre des valeurs blanches. C'est des Noirs qui doivent suivre les valeurs de l'Occident. Parce que les valeurs de l'Occident, pour eux, à cette époque, c'était la civilisation. Et être noir et chrétien, être noir et chrétien, c'est déjà quelqu'un qui est civilisé. En fait, ça c'est ça c'est pour Haïti. Ça c'est pour Haïti, mais il y a aussi chez les autres et, il y a aussi à Cuba et par exemple avec Nicolas Guillen, et je ne peux pas, je ne veux pas entrer dans cette partie parce que je dois parler spécialement du négrisme en Haïti. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à Cuba, c'est une autre réalité parce que et c'était une autre réalité, et puisque Cuba est une société à cette époque qui était encore fin 19e siècle, début 20e siècle, c'était une colonie espagnole et par la suite était une dépendance américaine. En fait, la réalité entre noir et blanc et même métis était différente par rapport à Haïti parce que Haïti est démographiquement les noirs étaient majoritaires. Pardon. Maintenant, et le négrisme, comme je viens de vous dire, c'est que le négrisme, ce sont des noirs fiers, mais avec des valeurs blanches, avec des valeurs du monde occidental. Et au niveau de la littérature, ce qui est intéressant, c'est que avec le négrisme, on commence, et comme je vous ai dit au début, le célèbre roman Batouala, publié en 1921 par Alfred Marin, qui était, je disais, français, puisque c'était un administrateur français, ok? Et c'est à travers ce roman qu'on pourrait, bien entendu, parler du négrisme, même si c'était, bien entendu, c'était le mot, bien. En fait, la chose existe bien avant, comme je viens de vous dire, en Haïti, il y a eu bien avant cette manifestation. En fait, mais ce qui est intéressant, c'est que dans le monde francophone, on néglige les Américains. Ah oui, on néglige les Américains. Les Noirs américains, eux aussi, ont apporté leur pierre. Et ils ont apporté leur pierre parce que au cours des années 20, et aux États-Unis, on dit ça les années folles parce que c'était
et le moment où les États-Unis ont connu une forte croissance économique. Et qu'est-ce qui s'était passé? C'est que les Noirs ont vu, bon, ils vivaient en marge de cette croissance. Et à cette époque, on pensait que, bon, certains disent que les États-Unis, c'était the country of God, the land of opportunities. En fait, comment se fait-il qu'il y a des gens des gens qui vivent dans l'opulence et d'autres vivent dans la pauvreté? Et qui sont ces gens qui sont dans la pauvreté? C'était des Noirs. Dans ce cas-là, cette société néglige les Noirs. Et pour cela, on commence à voir aux États-Unis des mouvements, et bien entendu, surtout à New York, qu'on appelle le New Negro Movement. Et c'est au cours de cette période, et on commence à voir une affirmation des Noirs américains et sur la scène politique et qui protestent contre cette société qui est très discriminatoire et qui rejette les Noirs et qui veulent essayer de tailler une place, pourquoi pas. Ce qui est intéressant, c'est que ces gens-là aussi, les différents intellectuels du Renaissance d'Harlem, et les Bontemps, les Conti Colin et d'autres, ok? Et même si par la suite il y a eu le célèbre sociologue américain, comment il s'appelle, Dubois, ok? Bon, Dubois était beaucoup plus un érudit, un intellectuel très fin, c'était le tout premier noir qui était admis à Harvard University. Et en fait, Dubois était aussi quelqu'un qui a protesté, il a critiqué cette société américaine qui rejette les Noirs. En fait, je disais que ces gens-là étaient à l'origine, bien entendu, ces gens-là qui étaient, et je disais, les intellectuels du New Negro Movement, de Renaissance d'Harlem, étaient aussi à l'origine de la négritude. Et Jean Braismas disait aussi qu'il lisait les différentes œuvres de ces intellectuels américains. Bon, bref. Maintenant, la négritude. La négritude, c'est le terme que vous connaissez très bien. Et la négritude, c'est, comme je vous ai dit, en général, et on néglige les hispanophones et aussi les anglophones en ce qui concerne la négritude. Parlant de la négritude, on voit Haïti au centre, c'est clair. Et Senghor a dit que Jean Braismas, c'est quelqu'un qu'il considère comme étant le précurseur de ce mouvement. Césaire, la même chose. Mais quand on parle de la négritude, le plus souvent, mais très souvent, on ne voit que Césaire, Senghor et Damas. Et pourtant, Haïti, c'est en fait le bastion même de la négritude. Ce qui est intéressant, c'est que la négritude en Haïti est liée avec le mouvement qui s'appelle
l'indigénisme. L'indigénisme est un mouvement qui s'est développé au cours de l'occupation américaine, c'est 1915 à 1945. Et en fait, Jean Bryce Mars faisait partie aussi de l'indigénisme, même si Jean Bryce Mars était un peu différent comparativement aux autres auteurs de ce mouvement littéraire, artistique, etc. Parce que Jean Bryce Mars, pour lui, il n'était pas question de rejeter les Américains pour embrasser la France. Et il était question parce que Jean Bryce Mars, comme vous savez, très bien critiquait le bovarisme. En fait, la négritude, c'est avant tout les valeurs noires. Tous ceux qui, bien entendu, quand je dis valeurs noires, il ne s'agit pas des valeurs morales, mais aussi des valeurs culturelles et la façon et l'imaginaire, tout ça, et des Noirs. Et la négritude rejette l'assimilation culturelle, contrairement au négrisme, qui pensait que pour être quelqu'un civilisé, il faut accepter les valeurs occidentales, mais pour la négritude, c'est différent. La négritude rejette l'assimilation des Noirs. La négritude aussi, c'est le rejet d'une certaine image du noir paisible, incapable de construire une civilisation, ce qui était un peu différent et quand on parle du négrisme, parce que la négritude, c'est pour la négritude, le culturel prime sur le politique. En fait, bon, bien entendu, en Haïti, bon, dans le monde, je crois que vous connaissez la revue du Monde Noir, la revue Légitime Défense publiée en 1932, l'Étudiant Noir en 1935, et ce sont des revues qui ont contribué à la propagation des idées de la négritude et puis la présence africaine à partir de 1947. Et en Haïti, c'est la revue indigène. Et la revue indigène, c'est à partir de 1927. Et par la suite, avec la négritude va déboucher sur la création du bureau d'ethnologie en 1941. Bon, pourquoi pas jusqu'en 1980 avec la création de l'IRA, bon, c'était pas encore l'IRA-ISES, et après la visite du président Senghor en Haïti. Et en fait, la négritude, d'autres éléments importants, c'est que la négritude est anti-impérialiste, anti-colonialiste, mais pro-marxiste. Un élément dans mes recherches, c'est que je vois que les différents intellectuels de la négritude étaient des marxistes, ou bien, bon, oui, je peux le dire, des marxistes. Et même en Haïti, les différents penseurs de la négritude haïtienne étaient un peu partageaient, bien entendu, les idées de la gauche. Et un des éléments de la négritude, je dois continuer, avant, je ne sais pas, est-ce que j'ai déjà passé
est-ce que j'ai déjà parlé plus de combien de minutes? Bon, je peux continuer, ok. La caractéristique de la négritude en Haïti, c'est que la négritude en Haïti voulait revisiter les Noirs. La négritude était aussi anti-occupation américaine. C'est pour cela que je vous ai dit que Jean-Paul Haïsmas était un peu différent comparativement aux autres intellectuels de la négritude. Et par exemple, les Philippe Toby Basselin et les Émile Roumer, par exemple, les Calbois, Jean Passemas était un peu différent. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, bon, dans les Antilles françaises, mais aussi en Afrique avec Senghor, c'est que on a vu au début une forme de cohabitation de ces intellectuels et de la négritude avec la colonisation, ce qui était différent et en Haïti, et parce que Haïti était déjà un pays indépendant, mais à cette époque, il y a eu l'occupation américaine et, et c'est pour cela on a vu cet aspect aspect anti-occupation américaine. Aussi, la négritude était aussi nationaliste aussi. C'est un des aspects de la négritude en Haïti. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces différents auteurs, même si Damas, Senghor, Césaire, tous ces auteurs-là étaient membres d'un parti socialiste en général. Ce qui est différent, c'est qu'à cette époque, en Haïti, en Afrique, les partis étaient, bon, je peux dire, des partis politiques transnationaux, parce que le même parti qui existait en France, et ce parti peut avoir une filiale en Afrique. Et Senghor était député en France, était député. Bon, c'était un député français, hein, et parce que l'Afrique, les colonies françaises en Afrique à cette époque faisaient partie des territoires d'outre-mer qui n'existent pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sont les départements d'outre-mer. Mais avant, il y a ce qu'on appelle le TOM, ok, et territoire d'outre-mer, et les territoires avaient leurs représentants dans le Parlement français. En fait, Senghor était député français, disons. Et en fait, et on critiquait, et jusqu'à présent, on critiquait, on n'arrête pas de critiquer Césaire. Et bon, je ne vais pas rentrer parce que bon, ça, c'est un peu compliqué. Et pourquoi Césaire a choisi la départementalisation au lieu de l'indépendance? Bon, ça, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais on ne peut pas reprocher Césaire d'être quelqu'un qui était cohérent, quelqu'un qui a eu une idée claire en ce qui concerne la négritude et ses valeurs, et c'était quelqu'un aussi qui a c'est lui qui a forgé le mot dans son livre qui s'appelle Cahier du retour au pays
et au pays natal. Et en Haïti, pour continuer, c'est que et, Haïti, c'est Jean Price Mars, ok? Haïti, c'est Jean Price Mars. Et Haïti, c'est Jean Price Mars. Et Haïti, encore, quand je parle de négritude, je vois Jean Price Mars et je vois Jacques Roumain dans une certaine mesure. Ok? Quand je parle de négrisme en Haïti, je peux voir les intellectuels du 19e siècle, les Janvier, des Maisons de l'Homme, jusqu'à Firmin, ok, et même Hannibal Price. Qu'est-ce qui différencie ces intellectuels du 19e siècle que je considère comme étant et des intellectuels faisant partie du mouvement négrisme et Jean-Paul Exmas? Avec Jean-Paul Exmas, en fait, c'est une rupture totale. C'est une rupture totale. Et en fait, Jean-Paul Exmas, et cela ne veut pas dire que Jean-Paul Exmas rejette totalement et Firmin et Janvier, non. Mais quand même, il dépasse ces gens-là. Je dois vous dire, avec Janvier, pour Janvier, il faut protestaniser Haïti. C'est pour vous dire, quelqu'un qui prône les valeurs, bon, c'est quelqu'un qui prône ou bien qui défend et les Noirs, mais c'était comme Janvier était quelqu'un qui défendait les Noirs, mais Janvier pensait que les Noirs devraient être chrétiens. C'est la meilleure chose pour les Noirs. Et pour Janvier, la meilleure chose pour Haïti, c'est le christianisme, pas catholique, mais plutôt protestant. C'est pour vous dire. Et Jean allait plus loin. Pour lui, non. Il faut mettre en valeur tout ce qui est noir, tout ce qui est haïtien, toutes les valeurs et la culture populaire haïtienne. Le vaudou dans une certaine mesure, le vaudou même, et toutes les choses qui font partie intégrante de l'haïtien. C'est-à-dire, il faut être fier de toutes ces valeurs, ce qui était différent avec le négrisme. Le négrisme n'a pas de fierté. Non, n'a pas de fierté en ce qui concerne les valeurs noires. Non. C'était seulement la couleur, c'était seulement la peau qui intéresse ces gens-là. La peau est noire, mais la tête est pleine. Ok? Le noir était aussi intelligent. C'est ça. Et dans le combat mené par Janvier, on a vu ça. On a vu, ah oui, et vous pouvez voir des gens comme beaucoup de Noirs qui ont, grâce à leur intelligence, arrivent à être journalistes, députés dans les parlements aux États-Unis et dans d'autres parlements dans le monde. En fait, c'était ça. Ils voulaient montrer que les Noirs aussi ont les mêmes capacités que les Blancs. Avec Jean-Paul Exmas, non, il ne suffit pas de montrer que les Noirs ont les mêmes capacités avec les Blancs, non. Est-ce que ces Noirs-là, est-ce qu'ils sont fiers d'être Noirs? Est-ce qu'ils sont fiers, et des valeurs noires? C'était ça. Bon, et peut-être que le temps passe, je n'ai pas toute la soirée, je dois continuer. Et le dernier point, c'est le noirisme. Le noirisme. Bon. Et le noirisme, bon, le noirisme,
et contrairement aux deux autres, est avant tout un mouvement coloriste, ok, coloriste, ok. Et ce qui est intéressant avec les deux premiers, c'est que les deux premiers ne rejettent pas les blancs, les deux premiers ne rejettent pas les métis. Mais avec le noirisme, alors ce qui est intéressant, c'est que et, et le noirisme, c'est que on peut voir que certains intellectuels du noirisme faisaient partie du mouvement d'indigénisme. C'est intéressant. Ok. Bon, le noirisme est contrairement à la négritude, et le noirisme est un mouvement politique. Oui, je disais politique, même si au début, c'était pas ça. Au début, Duvalier, bien entendu, avec Laurie Médéni, et voulait montrer qu'il faut qu'il y ait un changement de mentalité pour les Noirs. Mais aussi, il faut que sur le plan moral aussi, les Noirs changent, surtout le Noir haïtien, bien entendu. Le noirisme a vu le jour après l'occupation américaine. Ok? Le noirisme, c'est après l'occupation américaine. Et c'est un mouvement colorisme, comme je disais. Et le noirisme n'a pas le même fondement que la négritude. Et l'un des éléments importants, c'est que le noirisme n'adhère pas au socialisme. Et ça, il faut le noter. Et au contraire, et sous la dictature, et Duvalier, c'est-à-dire combattait et les gens qui étaient considérés comme étant des socialistes. Et même si il y a certaines personnes qui n'étaient même pas des socialistes qui ont été victimes du régime et des Duvalier. En fait, c'était les fameux Camoquins, hein, et les gens qui étaient les opposants, disons, du régime des Duvalier. En fait, le noirisme, c'est un mouvement qui voulait, dans une certaine mesure, une rédemption des Noirs. Et Duvalier a montré et a dit ça aussi, Duvalier et Laurie Médéni, et dans son livre sur les classes sociales en Haïti, il a montré que une révolution doit avant tout déboucher sur la rédemption de la masse. Et c'est à partir de cette rédemption qu'on peut parler de l'effectivité de la révolution. En fait, le noirisme, comme je vous ai dit, a pris naissance le mouvement et après l'occupation américaine. Et ces gens-là, les Duvalier et Denis et Bois aussi, ils soutenaient l'administration de Vincent, malgré Vincent était un mulâtre. Et par la suite, ils se détachèrent très rapidement du gouvernement et de l'ESCO, qui était aussi un mulâtre. Et en 1946, en janvier 1946, et après des manifestations
de nombreuses manifestations et l'ESCO a abdiqué. Et à partir de ce moment-là, on commence à voir une autre réalité. C'est que pour la première fois après l'occupation américaine, un noir devient président. C'est, comment il s'appelle? C'est estimé. Ok, Dumas, c'est estimé. Et ce qui est intéressant, et à cette époque, c'était pas encore le noirisme de Duvalier. Ah oui, de Duvalier, le dictateur, bien entendu. C'était le noirisme de Duvalier et de Lorimer Denis, les Calbois. C'était toute une équipe qui pensait. Et le mouvement, mais avec Duvalier, c'est que le noirisme devient un mouvement et qui était, dans une certaine mesure, et qui voulait, et il y a un intellectuel français, bon, c'est pas intellectuel, un homme politique qui parle du grand emplacement, c'est Éric Zemmour, c'est-à-dire il faut que les Noirs remplacent les métis. Bon, je dis métis, c'est les mulattes, bien entendu. Et tout, bon, bien entendu, dans l'administration publique, mais aussi dans les autres sphères de la société. Mais par la suite, c'est que Duvalier allait détourner du vrai et de l'idéal, pourquoi pas, du noirisme, que le groupe, quand je dis le groupe, je voulais parler de Lorimer, je voulais parler de Calbois, de Duvalier, en fait, et tous ces gens-là étaient ensemble et pour penser et le noir. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les deux numéros du Griot, qui était et l'organe même de ce mouvement, c'était Calbois qui écrivait toutes les informations concernant la doctrine du noirisme. Ce qui est intéressant, c'est que le noirisme divise la nation. Ah oui, et puisque le noirisme met de côté les noirs qui doivent remplacer les blancs, les noirs qui étaient, la masse noire qui était bien entendu exploitée et qui a été mise à l'écart par l'élite mulatte, et ces noirs-là doivent remplacer les mulâtres. Et ce qui est intéressant, c'est que les écrivains noiristes n'ont pas fait le dépassement de la question de couleur. Au contraire, il paraît qu'ils veulent comme je vous ai dit, une domination de la masse, les noirs, sur les mulâtres, sur tous les points de vue. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne définit pas une place claire pour la minorité mulâtre. C'est là le problème. Et il n'y a aucune division de la nation en couleur n'était pas présente dans le négrisme et dans la négritude. Il n'y a pas ça. Et au contraire, les deux mouvements, négrisme et négritude, au contraire, ils ont voulu unifier, pourquoi pas, dans une certaine mesure, et les Noirs, Yves, une minute pour vraiment pour terminer. Mettre, voilà, oui. Ok. Et en fait, il paraît que j'ai tout dit, hein. Bon, en fait, c'est que il y a un noirisme de première version avec estimé, ok, c'est intéressant puisque c'est à partir de 1946 qu'on a vu un noir
civil et après l'occupation américaine à la présidence et estimé, dans une certaine mesure, à commencer à mettre les bases, mais estimé n'y rentre pas et dans ce que Duvalier allait faire, à savoir et remplacer les Noirs et par les mulâtres. Et même et avec Duvalier qui était très, très, très critique contre l'Église, qu'est-ce que Duvalier a fait? Et il a parlé comment, de clergé indigène et il a beaucoup lutté pour qu'Haïti à cette époque et à partir des années 60 et pour qu'Haïti ait le premier évêque noir. En fait, pour Duvalier, il n'était pas question de remplacer le vaudou et le christianisme par le vaudou, mais il était question de contrôler l'Église et de mettre un noir à la tête de l'Église, et pourquoi pas pour mieux appliquer sa politique. Mais Duvalier, et au début des années 30, des années 40, on pourrait dire qu'une fois élu à la tête de l'État, il allait persécuter l'Église. Au contraire, non. Il a fait le contraire. Et c'est ce que je vous ai dit avec le noirisme. Il faut remplacer les Noirs. En fait, le noirisme, pour finir, c'est que c'est un mouvement politique, c'est le duvalierisme. Et aussi, le noirisme a instrumentalisé l'histoire d'Haïti et on peut dire aussi que le noirisme, c'est, pourquoi pas, il y a des débats là-dessus, c'est le totalitarisme haïtien. Bon, bah, je ne vais pas entrer totalement dans cette question, mais avec Duvalier, on peut dire qu'il y a une forme de totalitarisme, parce que lorsqu'on parle de totalitarisme, on voit que les trois grands régimes, le nazi, le fasciste et Staline, mais Duvalier, on peut dire qu'il y a, avec le Duvalier, il y a des éléments du totalitarisme. Bon, bref, et en fait, je peux dire que même si c'est pas fini, mais je m'arrête. Et les 40 minutes ont bel et bien écoulé. Et merci de m'avoir écouté pendant 40 minutes. Et je suis à votre disposition pour toute autre précision, suggestion, question. Je suis là. Merci. Et merci. Merci infiniment à vous, cher docteur André-Yves Pierre, pour cette bonne présentation combien vibrante que vous nous avez offerte ce soir et surtout d'avoir posé des mots sur des situations actuelles du pays et surtout un sujet intéressant pour nous les Noirs en Haïti. Et nous sommes sûrs et certains que cela va contribuer au succès de cet événement. Et alors, maintenant, nous... je lève la main. Voilà. Oui, allez. Ah oui, bon, merci, Président Serge. Comme le docteur Pierre a dit qu'il est ouvert aux précisions, je voulais juste préciser deux choses. Maran, dans le premier roman, Maran est un Martiniquais comme Césaire. Maran, il a écrit Batouala, comme le docteur Pierre l'a dit, mais Maran n'a pas été au PS, il a été au PC, au Parti communiste, et il a eu, avec ce roman, le concours qui a eu 100 ans, parce qu'il a eu le prix Goncourt en 1921, et il y a eu 100 ans qu'il a eu, un siècle, qu'il a eu le prix Goncourt. Hein, et la deuxième précision,
Césaire n'a pas été au PS. Le PS, d'ailleurs, n'existait pas à l'époque. Le PS est des années 70. Il a été au PC, au Parti communiste, et il a démissionné du Parti communiste en octobre 1956, le 24 octobre 1956. Et comme il était un poète, sa lettre de démission, c'est carrément un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. La lettre de démission doit faire à peu près une dizaine de pages. J'invite les uns et les autres qui aiment la belle littérature, parce que n'oubliez jamais que Césaire a été un poète. Si sur Internet vous tapez lettre de démission d'Aimé Césaire au Parti communiste français, hein, vous le trouvez, c'est sur la place publique. Hein, et cette lettre, c'est un chef-d'œuvre de littérature et qui concentre tout ce que le docteur Pierre a développé à sa manière de poète. Je vous invite à lire cette lettre de 10 pages. Merci. D'accord. Merci à vous pour cette note de mise à jour. Et maintenant, c'est l'heure d'avoir l'interaction avec le conférencier. Mais juste avant, j'aimerais vous rappeler que le Salon des entrepreneurs est organisé par l'ANICA, qui est l'Agence nationale et internationale de développement de compétences, et l'IUS, Institut universitaire des sciences. Alors, c'est une collaboration parfaite entre ces deux institutions visant à vous offrir un tableau de réflexion au cours duquel vous avez droit à exposer vos idées, vous avez droit aussi à partager vos opinions autour des termes vraiment intéressants. Et maintenant, nous allons faire place au docteur Providence pour quelques notes de précision. Merci à vous. Merci Leslie, merci à notre cher docteur André-Yves Pierre pour sa présentation. Et je suppose que vous avez pas mal de questions à lui poser. Je vous invite à déjà noter ces questions-là, à ne pas hésiter de lever la main pour vraiment solliciter la parole. Et l'animateur se fera un plaisir tout à l'heure de vraiment vous passer la main pour vraiment faire un beau débat avec notre cher conférencier. Alors, l'IUS, je voudrais vous rappeler deux choses, tout simplement. C'est que chez nous, quand on dit, on fait. À l'IUS, quand il y a programmation, il y a des dates, il y a des engagements qui sont pris, eh bien, l'IUS respecte ces engagements. Donc, notez ces dates, s'il vous plaît. Les inscriptions sont en cours jusqu'à la deuxième semaine du mois de septembre. Dernière semaine du mois de septembre 2024, il y aura, c'est la semaine d'intégration où on va former nos étudiants aux outils numériques de l'IUS, que ce soit en présentiel ou à distance. Et bien entendu, le 1er octobre, ça va être vraiment le lancement des enseignements. Les cours vont démarrer pour un master et en licence le 1er octobre. Donc, l'IUS aujourd'hui, c'est le seul établissement d'enseignement supérieur qui a un rythme régulier. Hein? Un rythme régulier. Chaque année, nous avons des diplômés. Diplômés en licence, diplômés en master, diplômés en thèse de doctorat. D'ailleurs, nous sommes vraiment en train de faire la révolution en Haïti. Maintenant, pour s'inscrire à l'IUS, il suffit d'aller sur le site Internet et dès que vous faites votre inscription, vous remplissez le formulaire de préinscription, vous recevez un mail d'authentification, de confirmation qui vous dit que vous avez vraiment à soumettre. On vous donne la liste des pièces à fournir pour vraiment soumettre votre dossier. Donc, nous avons une plateforme pédagogique certifiée, d'accord? Ça veut dire que ultra sécurisé, chaque étudiant dispose d'un mail officiel IUS, sécurisé et en illimité en matière de stockage. Donc, voilà pourquoi, que ce soit les événements qu'on organise, les conférences, les soutenances de thèse, les soutenances de mémoire, tout ça, eh bien, les enregistrements sont disponibles sur notre plateforme
numérique pédagogique. Donc, n'attendez pas parce que vous avez déjà entamé des études universitaires en licence, 2e année, 3e année, 4e année. Vous peinez à décrocher votre diplôme, eh bien, c'est le moment. Vous pouvez faire la validation des acquis et de l'expérience pour pouvoir nous rejoindre et décrocher votre diplôme. L'avantage, c'est qu'à l'IUS, vous payez uniquement vos frais de scolarité. Uniquement vos frais de scolarité. Donc, cette question de racketter les étudiants pour un certificat, pour une attestation, pour passer des examens, ce n'est pas à l'IUS. À l'IUS, l'étudiant paie ses frais de scolarité. D'ailleurs, ces frais de scolarité sont fixés par le conseil d'administration. Donc, voilà en gros ce que je voulais vous présenter rapidement. Et si vous avez, je vais vous mettre dans le chat les informations supplémentaires. Hein, le site internet, le www.ius.education. Vous pouvez cliquer et vous avez tout de suite accès à nos contenus. Hein, donc, c'est déjà mis. Vous pouvez contacter par WhatsApp ou directement par téléphone l'administration. Hein, téléphone, c'est au plus 509 44 64 28 28. Ça, c'est le numéro officiel de l'IUS. Et bien entendu, nous sommes à la fois à Jacmel, hein, près de l'Évêché, nous sommes à Okaï, hein, et télévision Radio Caramel, nous sommes à Jérémy, hein, Bode, nous sommes à Delma 29, hein, et bien entendu, nous sommes au Cap-Haïtien grâce à notre ami, notre partenaire NITCA. Voilà, donc j'espère que ça vous a permis de réfléchir à vos questions. Il y a déjà une main levée. Je ne vais pas monopoliser la parole. Monsieur l'animateur, chers partenaires, merci de m'avoir permis d'informer le grand public. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je mets dans le chat également mon numéro personnel. Je suis le président de l'IUS. Je mets pour vous mon nom. Hein, et alors, docteur Christophe Providence, hein, c'est mon nom et mon numéro de téléphone personnel, hein, pour vraiment, si vous avez 96 71 62 28. Voilà, si vous voulez, même par WhatsApp, vous pouvez m'écrire au besoin. Voilà, merci et vraiment, on va passer au débat. Merci beaucoup. Merci infiniment à vous, docteur Providence. Maintenant, nous allons commencer par recevoir les questions. Déjà, nous avons Victor et voilà. Le micro est à vous, docteur. Merci. Merci, le modérateur. Je salue notre intervenant, Dr. Pierre, et je salue aussi spécialement le président de l'IUS, Dr. Providence, et Dr. C. Limen. Donc, je vous félicite pour ces genres de conférences qui nous aident à nous mieux former intellectuellement. Alors, lorsque pour Dr. Providence a dit à l'US, quand on dit on fait, c'est vraiment une réalité. Donc, je voulais vous féliciter et je vous encourage à aller au large. Alors, Dr. Pierre, quand je vous écoute, et à travers toutes vos paroles, j'essaie de comprendre le noirisme qui est un mouvement politique et idéologique axé sur l'émancipation des populations noires et contrairement avec
la négritude qui est un mouvement littéraire et culturel qui vise à célébrer et à réaffirmer l'identité noire à travers l'art et la littérature. Je voudrais savoir comment, ou bien est-ce que ces deux mouvements-là, dans la conjoncture actuelle, est-ce que ces deux mouvements-là peuvent contribuer de manière significative à la prise de conscience, à la valorisation de l'identité noire dans notre pays, à la valorisation ou bien à promouvoir une autre Haïti. Est-ce que ces deux mouvements-là peuvent contribuer pour pouvoir, afin d'avoir une autre Haïti? Merci, professeur. Ok, très bien. Vous pouvez répondre, docteur. Docteur André, vous pouvez ouvrir votre micro, s'il vous plaît. Bon. Pardon. Donc, merci, Victor. Ok, Victor, ça va. Ok, vous m'écoutez maintenant? Bien sûr, ça va maintenant. Ok, oui. En fait, je dois dire que le noirisme, bon, bien entendu, la négritude avant, parce que c'est la négritude et c'est au début du XXe siècle, au début, et c'est même et bien avant le XXe siècle, et si je peux, même si c'est et, et c'est Price Mars qui a matérialisé et le noirisme avec la publication et de son livre Ainsi par la langue. On a commencé à voir de façon claire non seulement l'affirmation et des Noirs, mais aussi et, une sorte de fierté, pourquoi pas, de tout ce qui est noir. Et les Noirs doivent et non seulement mettre en valeur et tous ces éléments, et en mettant en valeur ces éléments, oh, pardon. Oui, pardon. Si, oui, je disais que, en fait, avec Jean-Bryce Mars, on commence à avoir cette fierté qui n'existait pas avant. Ça, c'est un élément important. Et être haïtien, être noir, et c'est quelque chose et qu'on doit accepter. Et c'est quelque chose et qu'on doit et pourquoi pas vendre même, parce que cette fierté, c'est pas et c'est pas quelque chose qui n'a pas d'importance. Et dans le noirisme, dans la négritude, pardon, et aussi dans le noirisme, il y a quand même des points communs. Et pourquoi pas, et pourquoi pas, et je disais, et de mettre en valeur, et pourquoi pas fusionner et ceux qui sont positifs dans le noirisme et dans la négritude. Oui, je crois que nous pouvons le faire. Par exemple, et Duvalier pensait, bien entendu, c'est pas seulement Duvalier, et les idéologues du noirisme pensaient que il faut une nouvelle morale, pourquoi pas, et pour la masse haïtienne. Et les Noirs se, doivent construire une, une identité commune, une identité haïtienne, pardon, une identité haïtienne commune, et, mais aussi et les Noirs haïtiens et devraient, dans une certaine mesure, bon, bien entendu, et ça, je parlais du noirisme
première version, parce que Duvalier, une fois arrivé au pouvoir, il a fait le contraire. OK? Et parce que au début, c'est que il faut reconstruire la mentalité des laïciens, puisque pour eux, les Duvalier, les Lorimer, et cette nouvelle mentalité doit tenir compte de la tradition, OK? Mais aussi de tout ce qui rend fort le peuple haïtien. Et c'est dans ce sens et, qu'il pensait que une mentalité collective doit être créée pour la masse, mais aussi pour le peuple haïtien en général. C'est pas seulement la masse noire, mais le peuple haïtien doit s'y retrouver dans cette nouvelle mentalité. Et cette nouvelle mentalité doit tenir compte des valeurs spirituelles et ancestrales, et disons, d'Haïti. Dans ce cas-là, nous pouvons dire que le noirisme et la négritude ont des points communs. OK? C'est-à-dire cette question de nouvelle idéologie, la couleur, les valeurs, la mentalité, OK? Les éléments spirituels, OK? Dans ce cas-là, noirisme et négritude ont des points communs. Bon, maintenant, en ce qui concerne en ce qui concerne est-ce que les deux peuvent contribuer à un changement, pourquoi pas, et vous pouvez parler un changement pour un changement aujourd'hui, et je crois que oui, mais il faut se mettre d'accord que nous sommes au XXIe siècle. Il y a certaines choses qu'on doit mettre de côté. Et pourquoi pas pour construire une nation et ensemble, parce qu'une nation, c'est pas quelque chose, une nation, et c'est pas seulement cette question de culture, mais c'est tout c'est toute la volonté, pourquoi pas la volonté de vivre ensemble. Il faut créer cette volonté, parce que c'est vrai, et nous sommes la majorité, je voulais parler des Noirs, mais il y a des métis qu'on ne doit pas mettre de côté, même si de nos jours, dans le discours politique, on voit très souvent des gens qui voulaient rejeter cette minorité, surtout la minorité qui contrôle l'économie haïtienne. Dans la négritude, il n'y a pas de rejet de l'autre, le rejet de ces gens-là. Contrairement, dans le noirisme, une fois Duvalier est arrivé au pouvoir, on a vu et ce rejet. Bon, même si Duvalier a eu quand même quelques éléments de la bourgeoisie mulâtre à ses côtés, mais le discours aujourd'hui, je vois qu'il y a un discours, bien entendu un discours politique, qui veut rejeter ces gens-là. Oui, et il y a des bonnes choses dans la négritude et dans le noirisme. Je crois que nous pouvons les garder. En les gardant, nous pouvons construire ce vivre ensemble. Et je crois que c'est ce que nous avons besoin de plus, c'est le vivre ensemble. Oui, bon, il fallait redistribuer, je crois que c'est quand même une très bonne chose, mais il faut quand même choisir une manière pour la faire, cette redistribution, et sans rejeter l'autre. Parce que, il est vrai que nous sommes là depuis
bien avant 1804. Mais attention, une nation, il est vrai que il y a des gens qui étaient là avant. Bon, c'est normal. Même aux États-Unis, quand et les Irlandais arrivent, les Irlandais étaient persécutés. OK? Les Irlandais étaient persécutés parce que les Américains, bon, qui étaient là avant, ouais, je ne dis pas des natifs. Les natifs, pour moi, ce sont les Amérindiens. En fait, les Irlandais étaient persécutés. Et même aux États-Unis, les éléments qui ne font pas partie du WAP, c'est-à-dire qui ne sont pas des anglo-saxons de souche, sont considérés comme des Américains, comme des autres Américains. Et en fait, l'idéal de la négritude me fait penser que le vivre ensemble est possible. Et ce vivre ensemble doit être matérialisé à travers des actions concrètes. Et il est vrai que l'autre aussi doit accepter et se vivre ensemble. Mais c'est à nous, puisque nous sommes, bon, je crois qu'Haïti, c'est plus de 80%, 90%. Et de Noirs, il faut que il va falloir qu'on invente un discours pour les rapprocher. Bon, c'est ce que je peux dire. Bon, je ne vais. Il y a d'autres questions, si je peux ajouter quelque chose, je ne sais pas. Pourquoi ne pas parler des États-Unis qui étaient là avant? Bon, non, je ne peux pas parler des États-Unis qui étaient là avant, parce qu'avant, il n'y a pas eu un État qui s'appelle États-Unis. Et je disais Amérindien. Bon, peut-être c'est pas amérindien. En général, au Brésil, on parle des indigènes. Au Canada, on dit Première Nation. Bien entendu, les Indiens, les indigènes, ok? Et les premiers habitants de l'Amérique, ok? Et au Canada, on les appelait les Premières Nations. Et au Brésil, c'est indigène. Aux États-Unis, je crois, je n'ai pas le nom en tête, mais en fait, c'est pour ne pas discriminer ces gens-là. Il y a toutefois différents États-Unis et Américains. Bon, nos îles, ok. Oui, il y a. Est-ce qu'il y a différence? Bon. Et peut-être que oui, quand on parle d'États-Unis, bon, ça fait référence aux habitants du pays qui s'appelle États-Unis d'Amérique. C'est vrai, même si dans un sens beaucoup plus large, on peut dire que les habitants de tous les pays de l'Amérique et peut être appelés américains, comme en Europe, même si en Europe, certaines fois qu'on dit européen, on voit qu'on met pardon, de côté et la Russie, et c'est-à-dire pour eux, les Européens, ce sont des gens qui habitent l'espace Schengen. Et en fait, pour nous, c'est différent, et on parle des États-Unis, et quand on parle des États-Unis, on voit, quand on parle d'Américains, on voit seulement American Indians. Merci de m'avoir. OK. Merci infiniment pour votre réponse et nous attendons d'autres questions. Et moi, personnellement, j'ai une question pour vous, docteur, c'est que dans votre présentation, vous avez mentionné que le noirisme a apporté une certaine note de division au sein de la communauté haïtienne. Et maintenant, comment cela affecte la politique haïtienne ou encore l'économie haïtienne? Merci. Ok, bien entendu, la division, et pour moi, c'est plus qu'une division parce que Duvalier voulait
exclure ces gens-là, parce que les exclure de l'administration publique, et parce qu'il y a plus d'un siècle depuis que, et pour ces gens-là, les idéologues du noirisme, c'est que les Noirs étaient mis à l'écart. Et pour eux, il fallait mettre devant la scène, et ces gens-là, bien entendu, c'était une élite noire intellectuelle de classe moyenne, parce que grâce à Duvalier, il faut le dire aussi, il y a eu une petite classe moyenne noire qui a été au devant quand même de la scène, qui a occupé des fonctions dans l'administration publique, ce qui n'était pas le cas avant. Et c'est ce que je disais au début, c'était du remplacement, ok? Et même si c'est pas le grand remplacement qui est par Éric Zemmour, et en fait, sur le plan économique, est-ce qu'il y a eu des conséquences? Ok, attends, je vais terminer, Alexis. Oui, et en fait, est-ce que sur le plan économique, ça a des conséquences? Au contraire, je pense que c'est totalement le contraire de ce qu'on pouvait penser, parce que Duvalier a eu quand même quelques éléments de la bourgeoisie qui étaient à ses côtés. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec le duvalierisme, la bourgeoisie syro-libanaise, et commence à émerger. Ah oui, ce qui n'était pas le cas, mais c'est depuis sous l'occupation américaine, et les Syro-Libanais ont appuyé l'occupation américaine. Bien entendu, ils n'étaient pas très riches, mais et quand même, ils voulaient de l'occupant pourquoi pas, pour tailler une place sur la scène économique. Et par la suite, avec l'arrivée de Duvalier au pouvoir, et il paraît que Duvalier tolérait dans une certaine mesure ces gens-là, et ils ont fait, et leurs fortunes ont fructifié, je peux le dire, et sous Duvalier, ok, et dans une certaine mesure, les premières l'élite économique et mulâtre, de souche haïtienne, était très persécutée, oui, je peux le dire. Et il y a eu des massacres, même Veuve de Jérémie, ok? Et Veuve de Jérémie, et sous Duvalier, quand Duvalier a fait massacrer les Sansariques. En fait, mais on n'a pas vu de massacre systématique, je disais, des éléments de l'élite syro-libanaise. Même si au début, quand Duvalier arrivait au pouvoir, je crois, Talamas, je crois, était un syro-libanais qui a été assassiné. Mais par la suite, il n'y a pas eu de massacre systématique sur les Syro-Libanais. Au contraire, ils ont eu quand même feu vert pour faire fortune. Bon, d'autres gens qui sont plus âgés que moi peuvent apporter beaucoup plus de précision. Mais je crois que je peux le dire, je peux l'affirmer, c'est que sous Duvalier et ces gens-là, ils ont eu la chance de faire beaucoup d'argent. En fait, et pour terminer, c'est dans toutes les Amériques,
En Amérique du Sud, l'élite syro-libanaise est très présente dans le commerce et bon, le discours en Haïti, c'est que ces gens-là sont riches, c'est parce qu'ils ont volé. C'est parce qu'ils font des mauvaises affaires. Je dois vous dire, c'est dans toute l'Amérique. Bon, peut-être aux États-Unis que je ne connais pas, même si, bon, je crois qu'il y a quand même des Syro-Libanais qui sont très riches aux États-Unis. Mais au Mexique, Carlos Slim, au Panama, tout près de nous, en République dominicaine, c'est un Syro-Libanais qui est président. Et il y a Carlos Slim qui est l'homme le plus riche pendant plus de 4 ans. Il y a Bukele et Salvador qui est président. En fait, ce sont des gens quand même qui s'intègrent dans la société et là où ils vivaient. Et jusqu'à présent, et c'est pour cela que nous devons les accepter comme des Haïtiens à part entière. Okay? Alexis. Voilà, nous faisons place à Alexis. Et merci à vous, docteur, pour votre réponse. Nous faisons place à Alexis. Oui, bonsoir, docteur. Bonsoir, docteur, merci. Bonsoir, Alexis. Présentation. Alors, moi-même, je voudrais poser une question, ou si vous voulez faire un point concernant par rapport à la conception des partis politiques en Haïti. Et est-ce que là, de nos jours, quand on regarde comment on crée des partis politiques avec les visions, tout ça, est-ce que ça ne découle pas de l'idéologie et noirisme? Et si vous prenez par exemple Leslie et Maniga, qui a créé un parti politique, mais généralement en Haïti, on ne voudrait pas dire on est démocrate ou bien on est socialiste. On dit sociodémocrate. Est-ce que ça ne découle pas même de l'idéologie noirisme en Haïti, la façon dont on crée ou bien on monte les partis politiques en Haïti? Merci beaucoup. Question difficile. Bon, en fait, wow, je ne vois pas comment je vais faire allusion à cette question de parti. Bon, et je crois qu'en Haïti, la dernière loi, ce qui concerne la création de partis politiques, ça remonte à 2015, si je ne m'abuse, 2014 ou 2015. Et cette loi a été publiée sous pression. Il paraît que quelques parlementaires voulaient quand même quelque chose en échange avec Matéli. Et c'est ainsi que au lieu de 5000 adhérents, le nombre passe à, bon, le chiffre tombe à 20 personnes, je crois. Il faut 20 personnes. Ah bon, il y a plus de 20 personnes qui participent, ok? Par exemple, si vous êtes d'accord avec moi, je peux prendre votre carte, carte d'identification nationale, et je peux créer, pourquoi pas, un parti. Bon, c'est facile maintenant. Et en fait, est-ce que ça a rapport avec avec le noirisme? Et sincèrement, c'est difficile, hein, à vous répondre. C'est difficile. Parce que en Haïti, Maniga l'a dit aussi, à chaque crise, il y a, on a assisté à la création de nombreux partis politiques.
Par exemple, au cours des années, avec la révolution de 1946, c'est plus de 40 partis qui ont été créés. Et 1956, 1957, de nombreux partis ont vu le jour. Et je crois que c'est plus de 50, je n'ai pas en tête les chiffres. Et après 86, c'est la même chose. Mais il paraît qu'après Duvalier, on parle pas beaucoup de cette question. On ne voit pas des partis qui intègrent cette question de couleur et même dans leur nom, et pourquoi pas. Et est-ce que cette question de socialisme camoufle ou cache la question de couleur? À mon avis, je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être que oui, mais je ne sais pas. Ah, El Morin. Voilà, excellente réponse et merci. Nous avons Jameson et aussi nous avons Dave. Mais tout d'abord, nous enchaînons avec Jameson. Bonsoir docteur, et je vous félicite pour votre exposé. Et ce que j'aimerais dire, donc j'ai deux questions. En fait, si on parle de la question de couleur en Haïti, il est vrai que la discussion est centrée sur la négritude, le négrisme et le noirisme, mais c'est face aux blancs et aux mulâtres, je pense. Donc, et il ne faut pas négliger le mulâtrisme. Donc, ne peut-on pas considérer le noirisme implémenté par Duvalier comme étant une revanche face aux mulâtres qui avaient le monopole depuis la nuit des temps? Je pense que pour moi, c'est ma première question. J'enchaîne pour dire que, ensuite, est-ce que la question de couleur, d'après vous, docteur, se base vraiment sur les caractéristiques, physiques, comme la couleur de la peau et la texture chevelure, la couleur des yeux, etc. Lorsqu'on sait pertinemment qu'il y a des mulâtres qui ne sont pas appréciés par d'autres mulâtres, qui ne sont pas vus en tant que tels. Voilà. Et juste avant, j'aimerais avoir apporté quelques notes de précision parce qu'il y a Woody Prezo dans le chat qui a posé sa question. Je remercie le docteur Pierre pour son intervention. Comment comprenez-vous cette phrase nègre riche, c'est mulâtre pauvre, c'est nègre dans le contexte des mouvements colorisme, noirisme et négritude? Et l'autre question, c'est est-ce que dans le contexte de la politique régionale de l'époque, Duvalier pouvait persécuter ou même assassiner les Syro-Libanais, sachant qu'il était supporté l'administration américaine de l'époque? Voilà. Ah oui, j'ai vu la question des prisons. Excellente question. Oui, et beaucoup de ces Syro-Libanais oui, beaucoup de ces Syro-Libanais étaient américains. Et même le premier qui a été assassiné, Talamas, il y a eu cette affaire de Talamas qui a fait beaucoup de bruit dans la société haïtienne. Et je crois qu'il était le tout
premières victimes du régime. Bon, après, il y a Hakim Rempel en janvier 1958. Et, en fait, oui, et ces gens-là, ils ont la nationalité américaine pour se protéger. Et Duvalier était bien entendu pas pro-américain dans une certaine mesure, mais quelqu'un qui voulait garder le pouvoir et accepte de coopérer avec les Américains, puisqu'on était en pleine guerre froide, il n'y a pas le choix. C'était une position par défaut. Dans le cas contraire, Duvalier pourrait être chassé du pouvoir et déjà il y a eu de nombreuses tentatives. Bon, bref. Et Prézo a raison, peut-être que oui, et c'était des alliés. Et jusqu'à présent, ces gens-là ont la double nationalité haïtienne et américaine. Bon. Et nègres riches, et c'est mulâtres pauvres, c'est riche. Bon. Et Jameson, je vais essayer de toucher aussi ta question. Et ce qui est intéressant, c'est que le mulâtre est économique. Le mulâtre est vu comme quelqu'un qui est riche. Et je me rappelle, c'était lors de ma soutenance de thèse. Et j'ai reçu, bon, c'était un Cubain qui m'a posé une question qui a rapport à cette question de couleur en Haïti. Ce qui est intéressant, c'est qu'en Haïti, quand on parle de mulâtre, et surtout sur le plan politique et économique, et le mot fait référence à quelqu'un qui est riche ou quelqu'un qui fait partie de la classe de l'élite économique et qui a des entreprises, mais sans tenir compte de façon réelle de sa race, de sa couleur. Par exemple, une personne de l'élite peut être blanche, mais quand on parle de cette personne, on dit « Ah, c'est un mulâtre ». Mais pourquoi? C'est parce que ça a rapport à notre passé colonial. C'est que après l'indépendance, les mulâtres étaient des gens qui contrôlent l'économie. Et les Noirs ont accédé, et bien entendu, les Noirs contrôlent la politique, même si, bon, bien entendu, c'est avec des salles, avec Pétion, les choses allaient changer. Bon. En fait, cette question, juste après, bon, bien entendu, après Boyer, mais à la fin du régime du Boyer, et lors de la révolte de l'armée souffrante, en fait, c'est l'armée souffrante, c'est le vrai nom, et avec Akao. Akao pose et comprend la réalité et de cette façon, c'est que en Haïti, mulâtre pauvre, c'est noir, et dans ce cas-là, le noir et sur le plan politique est considéré comme quelqu'un qui est pauvre ou qui n'a pas beaucoup de moyens, et le mulâtre et symboliquement fait référence à quelqu'un qui est au timon des affaires et qui contrôle l'économie. Et cette logique c'est pas une logique, c'est une réalité. Et jusqu'à présent, on croit que en Haïti, et comme je viens de dire, on croit que le mulâtre, il ne suffit pas d'avoir la peau claire pour être mulâtre, mais il faut que cette personne a de l'argent et cette personne détient
pourquoi pas les moyens de production, même si c'est une bourgeoisie et qu'on qu'on a. En ce qui concerne la couleur, et qui est, et chez nous on dit mulâtre, même si et vous pouvez voir à plusieurs reprises, je disais et métis. Et au Brésil, je vais prendre l'exemple du Brésil rapidement. Et au Brésil, en général, dans les recensements, on présente la population de par leur couleur. Et il y a blanc, il y a paldo qui est une forme paldo, c'est une forme ce sont des métis, mais c'est quelqu'un qu'on peut, chez nous, on va dire, ah, c'est un blanc. Mais pour le Brésilien, c'est pas un blanc. OK? OK, c'est pas un blanc. Et après le paldo, il y a le noir. Le Brésilien dit preto. Par exemple, dans mon cas, je suis preto. Et il y a les indigènes et les jaunes qui sont des descendants des Japonais. En fait, dans le discours des Brésiliens, il y a la race, il y a la couleur. La couleur, c'est preto. Mais la race, c'est negro. Ah oui. Au Brésil, quand le militant parle, il dit « je suis nègre ». Il n'a pas dit « je suis noir ». Je suis nègre, ça, et aussi nègre. Mais de façon quotidienne, leur des couleurs, et aussi preto, je suis noir. Qui c'est deux concepts. Une politique qui est race, la race, et qui est qui plus culturelle, qui cette couleur-là, qui le dos lycée noir. Qui ça qui gagne? Ça qui gagne, c'est que au capable que monde qui do lycée parle droit, c'est-à-dire il pas ni noir, pas ni blanc, mais à vrai dire, s'il vit en Haïti, ou pour blanc, lui-même, mais quelquefois, il est considéré comme un noir. Ah oui, il y a qui c'est des militants, ils considèrent tête comme noir. Même bagaille ça, vous retrouvez aux États-Unis, c'est ça, américain, un job rôle, comme quoi que, un bout de sang noir ou tout noir. Et ça te fait américain par un bagaille mulâtre, ou noir ou bon blanc. Soit pas noir ou blanc. Et même si chez vous, pas cassé pain, si bah, ok. Et est-ce qu'on retrouve bagaille ça dans l'élite noire? Dans l'élite noire, je ne suis pas sûr les exister de façon concrète. Il suffit que l'aide est pour plus ou moins clair et puis ou accepter et puis ou là parce que question soit posée, ça fait me penser à Syro Libanais. Qui ça Syro Libanais? C'est des blancs. Peut-être que oui, mais en Europe, ils ne sont pas considérés comme blancs. Il y a pour ça les beurre là. Parce que en Europe, bien ça les bébés blé, black beurre blanc. Et pour ces maghrébins ou c'est beurre, ça veut dire pas blanc. Et bon, bref. Et en fait, et chez nous, il n'y a pas ça. Il y a seulement cette question de ou c'est descendants, ou bien grands-parents, ou bien ou même, ou fait partie des élites, on dit c'est tout fermé, et qui gagne moyens économiques, et par la suite, ou c'est mulâtre. Ou c'est mulâtre. Point boule. Bon, tu me prends Philippe, et David Philippe, pardon, maintenant, vous pouvez parler. Je vous écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, on parlait de noirisme, de mulâtrisme comme idéologie politique.
Donc, je voulais savoir, pour vous, docteur, est-ce qu'il y a une possibilité pour qu'à l'avenir, ces deux idéologies politiques reviennent au premier plan et au point de structurer la vie politique de façon générale et de structurer la vie de parti de manière spécifique? Vous pouvez reprendre, s'il vous plaît. Je n'entends pas la dernière phrase. David, s'il vous plaît, vous pouvez reprendre la question, votre question, s'il vous plaît, David. Je n'arrive pas à cerner et... Il semble que le micro de David est encore fermé. Allô? Ok. Vous m'entendez maintenant? Oui, maintenant. Vous m'entendez pas? D'accord. Alors, je voulais savoir, est-ce qu'il y a une possibilité pour qu'à l'avenir, les deux idéologies politiques, le noirisme et le mulâtrisme, reviennent au premier plan, au point de structurer la vie politique de façon générale et la vie de parti en particulier? Ah, ok, merci. Ah, très belle question. Et ce qui est intéressant de la vie politique en Haïti, il n'y a jamais, je dis, bon, jamais, bon, il n'y a pas eu dans l'histoire d'Haïti un parti qui est un parti, bon, euh, bon, par exemple, au 19e siècle, quand on parle de libéral et du Parti libéral du Parti national, il n'y a pas de question. Bon, et le Parti libéral était un parti de mulâtres et le Parti national était le parti de noirs. Bon, il est vrai qu'au sein du Parti libéral, il paraît qu'à la tête de ce parti, il y a eu des mulâtres. Et il y a le fameux Boyer Bazin. Et même au XXe siècle, et encore, il n'y a pas eu cette question de ça, c'est un parti de noirs, ça, c'est un parti de mulâtres. Au contraire, Roumet a combattu cette question parce que il a même dit la race, je crois, ou la couleur n'est rien, il est question des classes, une phrase comme ça. Et il a même dit dans son livre, comment s'appelle ce livre, c'est Analyse schématique, et contre la solidarité bourgeoise capitaliste, noire, mulâtre et blanche, front prolétarien sans distinction de couleur, et quelque chose de ce genre. Bon, en fait, il voulait faire front contre cette question de couleur pour lui, et il ne suffit pas d'être noir pour dire, bon, on fait partie de la majorité, mais la question la plus importante, c'est la question des classes. En Afrique du Sud, après, et jusqu'à présent, il y a un parti qui est essentiellement un parti de blancs et de métis. Comment s'appelle ce parti? C'est démocratique. Ah, c'est ça. Okay. Alliance démocratique en français, ok? Alliance démocratique. Et pour la première fois en Afrique du Sud, c'est que le parti ANC, qui est un parti qui est composé essentiellement de noirs, et le parti vient de perdre la majorité au Parlement. En Haïti, avec Duvalier, et c'était un peu, entre guillemets, la même chose. Et bon, Duvalier, on peut dire que c'était un parti d'État. Bon,
ça c'est autre chose puisqu'on n'était pas en démocratie et c'était le règne du parti unique et Duvalier avait à ses côtés et des gens qui, qui voulaient être au pouvoir et des Noirs qui s'adhèrent au duvalierisme. Et en fait, à mon avis, Yves, excuse-moi, va droit au but, s'il te plaît, puisqu'il y a une dernière question qu'on veut prendre avant de mettre un terme. S'il te plaît, ok, pas de problème. Direct, pour pour ne pas, voilà, vous permettre, voilà. Et pas de problème. En fait, à mon avis, et les deux, bon, bien entendu, le parti la question du parti, bien entendu, ne peut pas être vue sous cet angle de couleur parce qu'il s'agit d'une question d'idéologie. Et même si la question des couleurs est très forte en Haïti, dans notre société, on ne peut pas l'écarter. Mais sincèrement, je dois vous dire que mettre cette question dans un programme politique et sans tenir compte de la vraie réalité, à savoir ce que la négritude et le noirisme de la première version ont prêché, et c'est répéter les mêmes choses. Si on ne pouvait pas tenir compte de l'idéal, du vrai idéal du noirisme, de la négritude qui voulait un retour aux sources et qui voulait mettre en exemple la vraie et les valeurs haïtiennes. Bon, et ça, on peut les appliquer dans la politique. Et en fait, je ne vais rien dire là-dessus. Il y a une autre question, je ne sais pas, et c'est quelle personne. Et il y a une question dans le chat, c'est Dr. Pierre, comment la négritude négriste peut-il contribuer à l'amélioration de la culture politique? Bon, essaie de répondre en une minute. Démonisé en Haïti au XXIe siècle. Ok, oui. La dernière question, c'est qui est là? C'est qui a la dernière question? La dernière question, c'est Jean-Claude. Tu as déjà répondu à la question de Jean-Claude? Ah, ok, Jean-Claude, c'est comment la négritude voilà. peut-il contribuer à l'amélioration de la culture en une minute démonisée en Haïti au plein du XXIe siècle? Ah bon, maintenant, est-ce que de nos jours, on parle... Ah ok, négrisme, négritude. Bon, l'essentiel, c'est que la négritude a dépassé le négrisme. Et oui, est-ce que la négritude peut contribuer à l'amélioration de la culture démonisée? Je peux croire que oui. Et même si de nos jours, il y a certaines valeurs que la négritude voulait mettre en exergue, et grâce à, et de nos jours, l'Église et d'autres discours ont tué toutes les valeurs que la négritude voulait mettre sur la table. À savoir, il faut un retour aux sources, il faut être fier d'être noir, il faut une forme d'acceptation. Mais avec l'impérialisme culturel, avec la mondialisation, on est en face d'une autre réalité. Et peut-être qu'il faut un nouveau Jean-Bryce Mars pour prêcher une nouvelle négritude qui doit tenir compte de toutes les contraintes
de la mondialisation, et parce que la mondialisation et touche aussi, et la culture aussi. Et elle veut, pourquoi pas, et même si elle ne peut pas mettre, et tout le monde ne peut pas s'adhérer à une même culture. Bon, il faut qu'il y ait un nouveau remplacement. Mais je crois que d'abord l'acceptation de soi, et c'est déjà un point de départ pour que on parle de démonisation que parle Enoch Franklin dans son livre qui s'appelle Monde démonisé. En fait, je m'arrête et c'est un plaisir de Voilà. vous avoir et j'espère une autre fois. Merci, Et merci. peut-être la prochaine fois, j'aurai des slides, des images pour vous montrer et peut-être ce sera beaucoup plus facile, plus instructif. Très bien. Et, et c'était un plaisir. Je vois que vous êtes plus de 20 personnes à Oui, m'écouter et c'est un plaisir. Je me sens très fier. Et en très fait, bien. merci Et à professeur Providence, merci à nos voilà. merci à vous toutes et à vous tous. Oui, au fait, là, je, je remercie notre cher conférencier, hein, vraiment pour son exposé brillant. Hein, et malheureusement, on doit mettre un terme à toute bonne chose. Toute bonne chose a une fin. Donc voilà, on doit s'arrêter là pour aujourd'hui. Et je remercie toute l'assistance. J'ai mis pour vous dans le chat un lien pour, au besoin, revenir sur les enregistrements, puisque l'enregistrement de ce soir sera déposé demain, hein, aux environs de 12 heures. Il sera déjà disponible sur la plateforme. C'est notre plateforme numérique, pédagogique. D'accord? Donc, vous avez accès à tout ça et je compte sur vous. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Je vous dis à dimanche. Et dimanche, nous aurons le plaisir d'accueillir le docteur Kyria Despinos, hein, sur le sujet suivant, hein, entreprise familiale. Hein, entreprise, alors je vous dis ça tout de suite pour ne pas commettre d'erreur. Je partage avec vous rapidement. Hein, Kyria va nous présenter cette conférence sur, voilà, j'ai trouvé, voilà, et je vous montre rapidement, ça va prendre 2 secondes. Voilà, et pour Kyria, ça va être vendredi, hein, entreprise familiale et vie de couple en Haïti. Voilà, donc vous êtes invités, hein, vraiment à venir discuter, échanger autour de ce sujet. Alors, l'angle d'attaque, ça va être le droit, hein, puisqu'elle a un doctorat en sciences juridiques, droit privé. Voilà, bonne soirée tout le monde et on reste en contact, hein, pour ceux-là qui souhaitent s'inscrire, le www.ius.education. Ceux qui souhaitent revenir sur les enregistrements, c'est le lien qui est mis dans le chat. Voilà, bonne soirée tout le monde et à dimanche, même heure, même chaîne. Bonne soirée. Merci encore, André-Yves. Même heure, même plateforme. Voilà. Voilà. Même Au revoir tout le j'aime monde. ça. Au revoir.